Bonjour et bienvenue au Coopérateur Audio. Aujourd'hui, on est à l'extérieur pour une sortie un peu spéciale, une sortie drone avec Jonathan de Novago Coopérative. Salut Jonathan. Salut. Donc, dis-moi un petit peu qu'est-ce qu'on vient faire ici à la ferme de Régent Beauparlant. Beauparlant. Merci. Dans le fond, aujourd'hui, on va venir faire un épandage par drone de trèfle dans l'avoine. C'est la deuxième année, je pense, que Novago utilise son drone. Puis, vous avez expérimenté toutes sortes d'aventures, mésaventures au cours de la dernière année. Puis aussi, identifier les avantages, désavantages qu'il y avait avec votre drone. Parle-moi un petit peu des avantages en premier du drone. Bien, écoute, l'avantage principal du drone, c'est clairement on évite la compaction dans le champ. T'sais, on passe pas avec les tracteurs quand c'est un mauvais moment. Donc, même après une pluie, on peut planifier une sortie, venir appliquer des engraveurs, par exemple, sans créer de compaction. Donc, l'avantage majeur, c'est ça. Des avantages, il y en a aussi quelques-uns? Des désavantages, oui, on en a rencontré quelques-uns. C'est sûr qu'au niveau de l'autonomie de batterie, c'est pas quelque chose qui est encore à point, selon nous. On parle, quand on fait des applications de régrasse, par exemple, on va dire que ça tourne autour d'un 20 kg à l'hectare, bien, le drone revient à peu près aux 3 minutes pour qu'on puisse changer la batterie. Fait que c'est sûr que ça fait des grosses journées. Ça fait en sorte qu'on a une génératrice qui roule toute la journée, qui est assez bruyante. Puis pour les batteries, tantôt j'ai vu le drone dans la camionnette. Puis c'est à peu près, c'est quoi, 3, 4, 5 batteries en même temps qui roulent pendant la journée? En fait, on a 3 batteries qui vont s'alterner. Fait que quand le drone revient à la station de charge pour qu'on le remplisse de semences et ou qu'on change la batterie, bien, on va la mettre sur la génératrice pour qu'elle recharge. Fait que ça va quand même assez vite. Elle se décharge aussi quand même assez vite, dépendamment de la charge qu'on va mettre dans le drone. Fait que c'est des choses à prendre en considération, dans le fond, quand on vole. Tu me disais aussi que d'habitude, vous utilisiez... c'était pas une... comment? Ce qu'on mettait derrière le truck, là? Un trailer. Oui, c'est ça! D'habitude, vous utilisiez un trailer. Là, vous avez décidé de changer de modus operandi pour cette année, en ce moment. Qu'est-ce que vous utilisez maintenant? On avait commencé la saison avec le trailer, mais comme toute saison, son lot d'imprévus avec la pluie et compagnie, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas accès à tous les champs qu'on devait faire. Fait qu'on a arrangé le setup au printemps, dans le fond, pour partir juste avec un pick-up, mettre toutes les choses dans un pick-up. Éventuellement, c'est sûr qu'on va commencer la saison des biostimulants, donc ça nous prend des tôtes d'eau, il faut traîner nos pompes et compagnie, fait que là, on va ressortir le trailer, mais généralement, on tombe dans une saison qui est un peu plus sèche, fait que là, on peut se rendre à peu près partout avec le trailer. On s'adapte aux situations. La saison, ce printemps n'a pas été sec du tout. Justement, comment ça s'est passé, votre retour dans les champs? Bien, ça s'est relativement bien passé, honnêtement. Le printemps 2024, on ne l'avait pas vécu parce qu'on n'avait pas encore nos certificats de pilote, ni un ni l'autre. Donc, on a connu la saison cette année de revasage puis tous ces trucs-là. Fait que ça a été comme une nouveauté pour nous, puis un certain défi parce qu'effectivement, la saison a été très mouilleuse, on va dire. Là. Fait que en up and down. Mais on a eu relativement un très beau printemps, par contre. Parce que ça vous a pas empêché, avec toute la pluie, de passer dans les champs? Exactement. Ouais, ça nous a permis quand même justement d'aller faire des travaux, soit d'aller faire des champs complets pour des producteurs ou d'aller combler certains besoins qui ne pouvaient pas sortir à certains moments puis qu'on ne voulait pas passer à un certain stade de culture pour mettre l'engraveur. Quand vous finissez votre journée, qu'est-ce qui te fait le plus de bien? Fermer la génératrice. Bien, la satisfaction du travail accompli. Puis, bien, dépendamment de ce qu'on va faire en application de drone, si on est capable de voir le résultat visuellement et où on est capable de le calculer. Dans le cas du VITA, on peut faire des tests puis après ça, se servir de la ferme intelligente pour voir quel impact a eu l'application sur la culture en tant que telle. Mais ça, tu vas le savoir plus tard. Oui, exactement. En fin de saison, avec les cartes de rendement, avec mes cartes d'application, dans le fond, je mets tout ça en lien pour voir s'il y a eu plus de rendement dans nos zones où on a appliqué. Là, l'année dernière, est-ce que c'était concluant? Ça a été concluant vraiment beaucoup dans le maïs. Dans le soya, ça a été un petit peu moins concluant. Ça nous a permis de se poser des questions, savoir si on a eu une très belle année de soya. Fait qu'est-ce qu'on a pu pousser plus la culture à cause du VITA, ben on n'en est pas sûr, étant donné justement que ça a été une très belle saison. Mais ça nous a permis de voir justement que les applications ont quand même ont porté fruit dans le champ, dans le fond. Super, merci beaucoup. Plaisir, merci. Donc, on s'apprête à retourner dans le champ. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé ce très court épisode sur les drones, je vous invite à suivre le Coopérateur Audio. Puis je vous dis à la prochaine!
Capsule 6, l'ère Massicotte. La période 1976 à 1995 est avant tout sous le signe de la spécialisation et la consolidation des fermes. Entre la terre et l'assiette du consommateur, il y a un continuum et l'écosystème coopératif y joue un rôle d'avant-plan. Les premières coopératives d'utilisation de machinerie agricole, appelées CUMA, déjà très présentes en France, sont constituées au Québec au début des années 1990. Les coopératives laitières occupent une place grandissante dans le lait de consommation. Les produits laitiers et le porc sont également davantage présents sur les marchés d'exportation. L'expansion de Solio ne se dément pas par le truchement de nombreux achats. Son rayon d'action s'élargit et ses acquisitions traversent les frontières du Québec pour s'étendre en Ontario et aux États-Unis. Pour l'organisation, la finalité reste la même: assurer aux agriculteurs québécois un contrôle sur leurs sources d'approvisionnement ainsi que sur la transformation et la mise en marché de leur production. C'est aussi une période qui se démarque par l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, entré en vigueur le 1er janvier 1994, avec deux défis qui confrontent notamment le monde agricole: l'accès à de nouveaux marchés, mais aussi la présence accrue de concurrence. On ne peut parler de cette période sans évoquer la présidence de Paul Massicotte et son rôle déterminant dans la promotion de l'éducation coopérative. Pour Paul Massicotte, l'engagement coopératif vient de loin. Durant ses études à l'École d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il fonde une coopérative étudiante. Après l'acquisition de la ferme familiale à Champlain dans la région de la Mauricie en 1966, il adhère à la Société coopérative agricole de Champlain et devient membre du conseil d'administration de Solio en 1973, avant d'en assumer la présidence en 1992 sur une période de plus de 10 ans. Sensible à la formation coopérative de la relève agricole, durant sa présidence, l'organisation engage une responsable de l'éducation coopérative et, en 1993, Paul Massicotte participe à la création de la Fondation d'éducation à la coopération et la mutualité, qui appuie donc la mission éducative du CQCM. Toujours situé au marché central de Montréal, à partir de 1991, le siège social de Solio est désormais logé dans une nouvelle tour de béton et de verre de 10 étages. Ses effectifs connaissent une forte croissance avec un sommet historique de 5 874 employés en 1992. Dans le secteur laitier, en 1990, Solio et 5 coopératives constituent le groupe Lactel, qui, au moment de sa création, transformait 25 % de la production laitière au Québec. De son côté, Agropeu s'associe à Purdel pour créer Natrel Inc. Dans le secteur des viandes, la consolidation se poursuit avec une entente de principe signée avec le groupe Olympia en 1991 et donnera naissance à une société en commandite du nom d'Olymel, qui ne devient rien de moins que le principal exportateur canadien de porc en 1995. Dans le secteur avicole, les fusions-acquisitions se multiplient également. En 1993, la division avicole porte le nom d'Aliments Flamingo et on compte parmi les clients les rôtisseries Saint-Hubert. Soucieux de donner accès aux producteurs aux avancées de la connaissance, durant cette période, Solio constitue Technochamp, la plus grande ferme de recherche en production végétale privée au Québec, qui a pour mission de développer des variétés et de mettre au point des régies de culture adaptées aux conditions agronomiques de la province. C'est à Sainte-Martine que débutent en 1979 les premières recherches en production végétale. Dans un tout autre registre, c'est en 1977 que Solio ouvre son premier centre de distribution de quincaillerie à Trois-Rivières. En près de 20 ans, le chiffre d'affaires va passer de 18,5 millions de dollars à près de 100 millions de dollars.